Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la leçon de développement et perspective d'évolution. C'est la leçon de la 4e partie du programme des sciences économiques, deuxième année baccalauréat. Et puisque le volume horaire, la masse horaire normalement en classe c'est 52 heures, avec un total de 6 points approximativement. La leçon sera plus longue et donc une vidéo ne va pas suffire. La leçon se subdivise en deux, le développement et la mondialisation. Et donc cette leçon va se présenter en plusieurs parties. La première partie on va s'interroger sur la première partie des notions de base seulement et on va voir pour le reste dans d'autres vidéos. Donc le développement, la leçon du développement se divise en 4 grands axes. Les notions de base, les indicateurs du sous-développement, les théories explicatives et les stratégies sectorielles du développement. Pour les notions de base, on commence par la croissance. La croissance se définit comme l'augmentation soutenue sur une longue période de la production d'un pays. Pourquoi on définit le mot croissance? Parce qu'il a une grande liaison avec la notion de développement. Mais la croissance c'est une notion purement quantitative. Se mesure bien sûr par le taux de variation du PIB, qui est la production d'un pays. Et la croissance se diffère avec d'autres notions par le fait qu'il est sur une longue période. Alors, puisqu'on a parlé de croissance, on devrait parler d'autres notions relatives à ce mot croissance. Et on va les expliquer à partir de ce graphique. Comme vous remarquez, la première phase, c'est la phase d'expansion. Vous avez le taux de croissance du PIB en fonction bien sûr du temps. Pour toutes ces notions, le temps est court-termiste. Le temps est court-termiste par opposition à la croissance qui, comme on a dit, c'est une notion sur le long terme. Donc la première phase, c'est ce qu'on appelle l'expansion. Et l'expansion, c'est un phénomène conjoncturel, court-termiste, qui se caractérise par, comme vous remarquez dans le graphe, une augmentation du taux de croissance du PIB. Mais ce taux de croissance du PIB est normalement supérieur du taux de croissance observé dans la longue durée déjà passée. Et c'est c'est un phénomène seulement conjoncturel. Après cette phase d'expansion, on a un moment de crise. La crise, c'est pas un moment, c'est pas un phénomène durable. C'est seulement, ça marque le début d'une autre phase. Et donc, la crise est momentanée. On ne peut pas parler d'une crise sur le long terme. La crise marque le début de la phase de ralentissement de l'activité économique. Vous remarquez ici que le taux de croissance commence à diminuer. Au moment bref de retournement de la conjoncture s'appelle la crise. Alors après ce moment bref, ce début, commence ce qu'on appelle la troisième phrase qui est la récession. La récession ici aussi c'est un phénomène conjoncturel qui se caractérise par une faible hausse du PIB, ça veut dire par un taux de croissance tout en restant positif, mais il est faible. Ce taux
de croissance est inférieur au taux de croissance déjà observé dans la longue durée, mais tout en restant positif. Si ce phénomène commence et continue à se développer, on ne va pas parler seulement de récession, mais on va parler de dépression. C'est quoi la différence entre récession et dépression? C'est que le taux de croissance du PIB devient négatif au niveau de la dépression. Donc les deux phénomènes sont aussi court-termistes. La différence, c'est que au niveau de la récession, le taux de PIB est faible, mais il est toujours positif. Alors que pour la dépression, c'est un phénomène comme la récession, mais le taux de croissance du PIB devient négatif. Après la phase de récession ou de dépression, vient aussi un autre moment, aussi bref, qui est la reprise. Donc la reprise est tout à fait le contraire de la crise. La crise vient après une période d'expansion, mais la reprise vient après d'une période de diminution du taux de croissance. Donc après cette reprise, c'est un point, si on veut dire, c'est un point d'inflexion qui marque le recours d'une phase de croissance de l'activité économique soutenue. Et donc, ce sont des notions aussi de base qui ont une relation étroite avec la croissance, mais toutes ces phases d'expansion, de récession, etc., sont différentes de la croissance sur le fait qu'ils sont court-termistes. Les mesures de la croissance, la seule mesure est que vous avez déjà vu au niveau de la leçon des agrégats. Elle est mesurée principalement par le taux de croissance du PIB ou bien le taux de variation du PIB entre deux périodes. Maintenant, les facteurs de la croissance. Les deux facteurs qui sont connus, c'est le facteur travail et le facteur capital. Mais ce ne sont pas les seuls. Hein. Le facteur travail, c'est la contribution qui dépend de la quantité de travail utilisé, ça veut dire le nombre de main-d'œuvre, mais aussi de la qualité. La qualité du travail, on fait référence ici au niveau de formation, l'organisation du travail, l'importance de l'encadrement, les qualifications des ouvriers, la formation professionnelle, tout ça est lié avec le facteur travail. Après le facteur travail, vous avez le facteur capital. Le facteur capital repose sur les équipements existants, leur qualité et la capacité de l'économie à les augmenter par les investissements. Donc le capital ici, on peut le mesurer, bien on peut donner des exemples, le nombre d'usines, de bureaux et bien sûr les équipements qui existent au niveau de toute l'économie. On ne parle pas ici d'une entreprise ou deux, mais de toute l'économie. Les autres facteurs de croissance, vous avez ici le progrès technique. Bien sûr, ici, le progrès technique, on parle de les dépenses de recherche, d'innovation, la modernisation des équipements. Aussi, on a comme autre facteur l'importance de la demande comme étant un élément de la conjoncture. On ne peut pas parler d'une croissance dans une économie si la demande n'est pas suffisante, ou bien une instabilité de monnaie, ou bien une inflation non maîtrisée, ou bien une épargne qui n'est pas suffisante pour l'investissement. Donc l'importance ici de la demande, ce n'est pas seulement la consommation, mais aussi la demande globale. Aussi, la consommation et les facteurs d'investissement aussi. L'autre facteur,
c'est le contexte institutionnel. Le contexte institutionnel, il s'agit de l'organisation des marchés, le rôle de l'État, donc pour améliorer les conditions nécessaires à la croissance, l'aptitude au changement, la constitution d'une épargne orientée vers la production. Tout ça, ce sont des facteurs qui aussi améliorent la croissance dans un pays. On passe aux deux natures, bien deux types de croissance. On a deux types de croissance, la croissance extensive et la croissance intensive. La croissance extensive, c'est purement quantitative. Comment? Donc l'augmentation, il s'agit de l'augmentation de la production qui repose principalement sur l'augmentation des quantités de facteurs de production, dont on a déjà parlé, surtout le facteur travail, le facteur capital. Faire travailler des travailleurs davantage, augmenter l'actif immobilisé des entreprises, cela conduit sûrement à la croissance. Mais c'est sûrement une croissance qui repose sur ce qui est quantitatif. C'est l'augmentation quantitative des facteurs de production. Alors que pour la croissance intensive, c'est l'augmentation qualitative des facteurs de production. Alors, l'amélioration de l'efficacité de la combinaison des facteurs de production. Et donc ici, on ne joue pas sur la production, mais la productivité surtout. Vous avez ici un mot-clé, c'est les gains de productivité. Ça veut dire on se repose sur le même volume de travail, des main-d'œuvre, même volume d'équipement, mais avec une productivité de plus. Améliorer la productivité du personnel à travers des motivations, à travers des augmentations de salaire, à travers des formations, à travers l'intégration des promotions, etc. Même chose pour et combiner ce facteur de travail efficacement avec le facteur capital pour bien sûr avoir des gains de productivité. Et ici, alors faites la différence entre la croissance extensive quantitative et la croissance intensive qualitative. On a terminé avec la croissance et les notions qui ont relation avec, et on passe au développement. Le développement, par opposition à la croissance, est une notion plutôt qualitative. Le développement est l'ensemble des changements sociaux, culturels, démographiques et politiques d'un pays. Ces changements-là accompagnent et créent les conditions d'une croissance à long terme. Donc, ces changements sont nécessaires pour une croissance économique. Vous avez une grande liaison entre le développement et la croissance, mais le développement est une notion plus globale, plus vaste que la croissance qui est purement économique. La croissance est une notion quantitative purement économique, alors que le développement inclut ce qui est social, culturel, politique, etc. Et on va voir comment à travers ces mesures. Le développement se mesure grâce à deux grands indicateurs ou deux grandes mesures. La première, c'est le PNB ou bien le produit net, le produit national brut par habitant. Le produit national brut par habitant ou bien aussi le revenu national brut par habitant. Comment on le calcule? C'est très facile. C'est le PNB sur la population totale d'un pays. Cette mesure permet de mesurer le développement d'un pays. Mais, c'est quoi le problème dans cette mesure? C'est que ce n'est qu'une moyenne. Donc, il ne permet pas de prendre en considération les inégalités de revenus ou de richesse
de revenu si on parle de revenu national brut par habitant, ou de richesse si on parle de produit national brut par habitant. Donc, on calcule seulement une moyenne. On donne une moyenne qui ne prend pas en considération les inégalités dans une nation. C'est pour cela que cette mesure est un petit peu à nuancer. Et donc, on fait référence à une autre mesure qui est l'IDH, l'indice de développement humain. Cet indice prend en considération 3 dimensions. La dimension de santé, d'éducation et de niveau de vie. La dimension de santé mesurée par l'espérance de vie à la naissance, donc une moyenne du nombre d'années vécues par personne dans une nation. La dimension éducation mesurée au moyen du nombre d'années de scolarisation pour les adultes âgés de 25 ans et plus et des années attendues de scolarisation pour les enfants en âge d'entrer à l'école. Pour les calculs, vous n'êtes pas alors obligé de savoir comment on calcule ces indices ou bien comment on donne les dimensions, comment ça se calcule. C'est pas ça alors votre obligation. Ce que vous devez savoir, c'est que cet indice prend en considération les 3 dimensions seulement. Pas pour autant entrer dans le détail. Vous devez avoir dans des documents des mots comme l'espérance de vie, comme le nombre d'années de scolarisation, comme RNB par habitant. Et vous pouvez avoir comme question relever les mesures du développement. Vous allez seulement relever les mesures ou bien donner d'autres mesures qui ne sont pas données dans le document. La 3e dimension, c'est la dimension du niveau de vie. Et aussi, ici, la première mesure est prise en considération, qui est le RNB par habitant. Donc, il existe autres indices, autres mesures, autres indicateurs de développement, comme l'IPH, qui est l'indice de pauvreté humain. Il est fondé sur l'espérance de vie, aussi du niveau d'éducation, et aussi les inégalités, l'accès de santé, l'accès de l'eau potable, la part des enfants de moins de 15 ans victimes de malnutrition. Il y a d'autres mesures, le nombre par exemple de médecins par habitant, par 1000 habitants. Et donc, mais les mesures, bien les indicateurs les plus connus, les plus utilisés, c'est l'IDH et le PNB par habitant, le RNB par habitant. En faisant référence à la définition du développement, on a dit qu'il y a une relation étroite avec la croissance. Et on va voir dans ces 2 schémas qui suivent la relation, comment la croissance peut conduire au développement et comment le développement peut aboutir à une croissance économique. Alors pour ce schéma, on a le point de départ, croissance économique, qui est l'augmentation de la quantité de richesse produite. Cette croissance économique va donner une augmentation du PIB par habitant, et c'est normal. Mais la condition que le PIB par habitant, si vous vous rappelez, le PIB par habitant, c'est le PIB sur le nombre total de la population. Donc, si on veut que le PIB par habitant augmente, il faut que, la condition que vous avez en bas, il faut que la croissance démographique soit moins forte que la croissance économique. Si les 2 croissances, ça veut dire démographique, le nombre de la population, augmentent plus que la croissance économique, le PIB par habitant ne va pas être en augmentation, mais le contraire. Si aussi les 2 croissances sont en parallèle, il n'y aura pas une augmentation de PIB par habitant. Donc, cette croissance économique doit être supérieure à la croissance démographique pour qu'on puisse dire qu'il y a une augmentation du PIB par habitant. Alors, cette augmentation du PIB par habitant
va contribuer à augmenter les revenus par habitant. Après prélèvement, mais avant redistribution. Ça, c'est pas très important. Mais si la richesse par habitant augmente, automatiquement le revenu par habitant aussi augmente. Si le revenu par habitant augmente, la consommation va être diversifiée. Donc, si vous vous rappelez du pyramide de Maslow, à chaque fois qu'on satisfait un besoin, on réfléchit et on pense à satisfaire le besoin qui suit. Et donc, la consommation va diversifier, c'est logique, puisque le revenu par habitant augmente. Donc, on aura une meilleure nourriture, un meilleur logement, plus de dépenses individuelles de santé et d'éducation. Alors, qui dit nutrition, logement, santé, éducation, ici on parle des éléments, des indicateurs et des mesures du développement et cela aboutit au développement et à l'amélioration de la qualité de vie. Ça d'une part. D'autre part, l'augmentation des revenus par habitant et du PIB par habitant augmente les recettes de l'État. Ça, c'est une partie très importante au niveau des politiques budgétaires. Si les recettes de l'État augmentent, automatiquement, les dépenses publiques vont augmenter dans une perspective de politique de relance. Donc, les dépenses publiques augmentent et les dépenses publiques vont être orientées vers la santé, bien sûr, une partie de ces dépenses, bien sûr, orientées vers la santé et les infrastructures. Les infrastructures en matière d'électricité, des chemins de fer, des routes, des travaux d'assainissement et donc et aussi la hausse de la protection sociale à travers les redistributions de revenus, ce qui va engendrer une amélioration aussi de la qualité de vie et donc il va aboutir au développement. Ce schéma-là est très important. Vous devez bien assimiler la relation entre le point de départ qui est la croissance économique et le point d'arrivée qui est le développement et comment la première notion aboutit au deuxième. On va vers le deuxième schéma. C'est le contraire maintenant. Comment le développement permet à une croissance économique. Qui dit développement ou bien amélioration de la qualité de vie, dit un meilleur niveau de santé de main-d'œuvre et un meilleur niveau aussi d'éducation de la main-d'œuvre. Ces deux éléments, si on a une économie basée sur une main-d'œuvre d'une bonne santé avec un niveau d'éducation élevé, donc ça va aboutir à quoi? À une productivité du travail élevée. La productivité, les gains de productivité dont on a parlé, va engendrer une croissance économique qui se caractérise par l'augmentation de la quantité de richesses produites. Le deuxième volet de développement, bien l'amélioration des conditions de vie, va donner une meilleure qualité, ça signifie une meilleure qualité des infrastructures. Ce qu'on vient de dire, les travaux d'assainissement, l'électricité, l'eau, les chemins de fer, surtout les routes, ce qui facilite les échanges de biens et services entre toutes les entreprises. Et cela va faciliter, comme facteur de croissance économique, va faciliter la croissance et va aboutir à une croissance économique améliorée. Et voilà pour cette partie. La vidéo prend fin, donc cette première partie, on va terminer avec le reste, avec d'autres vidéos, Inch'Allah.